L'organisation du travail est par essence l'organisation de la nouvelle société. Toute forme de société connue de l'histoire est fondamentalement une organisation particulière du travail. Alors que chaque société passée était une organisation du travail dans l'intérêt d'une minorité, qui organisait sa propre contrainte exercée par l'État sur l'écrasante majorité des travailleurs, nous tentons pour la première fois dans l'histoire du monde d'organiser le travail dans l'intérêt de la majorité des travailleurs elles-mêmes. Cela n'exclut toutefois pas l'élément de contrainte sous toutes ses formes, des plus douces aux plus sévères. L'élément de l'obligation de la contrainte étatique non seulement ne disparaît pas de la scène historique mais, au contraire, continuera de jouer pendant une période considérable un rôle extrêmement important. En règle générale, l'homme s'efforce d'éviter le travail. L'amour du travail n'est pas du tout une caractéristique innée, il est créé par la pression économique et l'éducation sociale. On peut dire que l'homme est un animal assez paresseux. C'est sur cette qualité, fondamentalement, que le progrès humain est dans une large mesure fondé parce que, si l'homme ne s'efforçait pas de dépenser sa force avec économie, n'essayait pas d'obtenir le maximum de biens au prix du minimum d'énergie, il n'y aurait eu aucun développement de technique ou de culture sociale. Ainsi, de ce point de vue, la paresse de l'homme est une force progressive. Le vieil Antonio Labriola, le marxiste italien, a même décrit l'homme du futur comme un fainéant génial et heureux. L'histoire a connu le travail de l'esclave. L'histoire a connu le travail du serf. L'histoire a connu le travail réglementé de guildes médiévales. Dans le monde entier domine aujourd'hui le travail salarié que les journalistes jaunes de tous les pays opposent, comme la forme de liberté la plus élevée, à l'esclavage soviétique. Nous, au contraire, nous opposons à l'esclavage capitaliste le travail socialement réglementé sur la base d'un plan économique, obligatoire pour tout le peuple et donc obligatoire pour chaque travailleur du pays. Sans cela, il est impossible même de penser à la transition vers le socialisme. L'élément de contrainte matérielle ou physique peut être plus ou moins important, cela dépend de nombreuses conditions, du niveau de richesse ou de pauvreté du pays, de son héritage du passé, de son niveau culturel, de l'état des transports et de l'appareil administratif, et ainsi de suite. Mais l'obligation et par conséquent la contrainte est une condition nécessaire pour brider l'anarchie bourgeoise, liser les moyens de production et de travail et reconstruire l'économie sur la base d'un plan unique. Pour le libéral, la liberté en dernière analyse signifie le marché. Le capitaliste peut-il ou non acheter la force de travail à un prix raisonnable? C'est pour lui l'unique mesure de la liberté du travail. Cette mesure est fausse non seulement par rapport à l'avenir, mais aussi par rapport au passé. Il serait absurde d'imaginer qu'à l'époque du servage, le travail s'effectuait entièrement sous la pression de la contrainte physique, comme si un surveillant se tenait avec un fouet derrière le endosphre de chaque paysan. Les formes médiévales de la vie économique sont nées de conditions de production définies et ont créé des formes définies de la vie sociale, auxquelles le paysan s'est habitué et qu'il a, à certaines époques, considérées comme justes ou du moins comme inaltérables. Chaque fois que, sous l'influence d'un changement de conditions matérielles, il a manifesté de l'hostilité, l'État lui a imposé sa puissance matérielle, révélant ainsi le caractère obligatoire de l'organisation du travail. La relation du capitaliste avec le travailleur n'est pas du tout fondée uniquement sur le contrat libre, mais comprend de puissants éléments de régulation étatique et de contraintes matérielles. La concurrence entre les capitalistes a conféré une certaine réalité, très limitée, à la fiction de la liberté du travail. Toute l'histoire de l'humanité est l'histoire de l'organisation et de l'éducation de l'homme collectif pour le travail, dans le but d'atteindre un niveau de productivité supérieur. L'homme, comme je me suis déjà permis de le dire, est paresseux, c'est-à-dire qu'il s'efforce instinctivement d'obtenir la plus grande quantité possible de biens pour le moins de dépenses d'énergie possible. Sans cet effort de sa part, il n'y aurait pas eu de développement économique. Le développement de la civilisation se mesure à la productivité du travail humain, et chaque nouvelle forme de relation sociale doit être jugée à l'aune de cette pierre de touche. Le travail libre, c'est-à-dire le travail salarié, n'est pas apparu d'un seul coup sur la terre de Dieu, armé de tous les attributs de la productivité. Il n'a acquis un haut niveau de productivité que progressivement, à la suite d'une application prolongée de méthodes d'organisation et d'éducation du travail. Cette éducation reposait sur les méthodes et les pratiques les plus diverses, variables d'ailleurs d'une époque à l'autre. Tout d'abord, la bourgeoisie a chassé à coups de trick le paysan de la campagne sur la grande route, après l'avoir dépouillé de ses terres. Et quand il ne voulait pas travailler à l'usine, elle le marquait au front au fer rouge, le pendait, l'envoyait aux galères et finalement, elle apprenait aux vagabonds chassés de la campagne à s'installer à la machine de la manufacture. À ce stade, on le voit, le travail libre se distingue encore peu du travail du forçat, à la fois par ses conditions matérielles et par sa situation juridique. À différentes époques, la bourgeoisie a combiné, dans des proportions différentes, le fer rouge de la répression avec les méthodes d'influence idéologique, principalement la prédication par les prêtres. Dès l'X siècle, elle réforma l'ancienne religion catholique, qui défendait l'ordre féodal, et s'appropria, avec la Réforme, une nouvelle religion dans laquelle l'âme libre était associée au libre-échange et au travail libre. Elle trouva de nouveaux prêtres, qui devinrent les commis spirituels et les pieux contrôleurs de la bourgeoisie. La bourgeoisie adapta l'école et la presse,
la mairie et le Parlement à la formation idéologique de la classe ouvrière. Les différentes formes de salaire journalier, salaire aux pièces, contrat, conventions collectives ne sont que des méthodes changeantes de dressage du prolétariat dans les mains de la bourgeoisie. S'y ajoutent toutes sortes de moyens pour encourager au travail et inciter au carriérisme. Enfin, la bourgeoisie a appris à contrôler même le syndicalisme, c'est-à-dire les organisations de la classe ouvrière elle-même, et les a largement utilisées, notamment en Grande-Bretagne, pour discipliner les travailleurs. Elle a domestiqué leurs dirigeants et, par leur intermédiaire, a convaincu les travailleurs que l'organisation d'un travail pacifique, l'accomplissement irréprochable de leurs obligations et la stricte obéissance aux lois de l'État bourgeois étaient une nécessité. Le taylorisme, dans lequel se combinent des éléments d'organisation scientifique du processus de production et les méthodes les plus concentrées de cadence infernale, est le couronnement de tout ce travail. Il est donc clair que la productivité du travail salarié n'est pas une donnée, toute prête, présentée par l'histoire sur un plateau. Non, c'est le résultat d'une longue et obstinée politique de répression, d'éducation, d'organisation et d'encouragement de la bourgeoisie à l'égard de la classe ouvrière. Peu à peu, la bourgeoisie a appris à extirper des travailleurs une quantité toujours plus grande de produits du travail, et l'un des instruments les plus puissants entre ses mains a été la proclamation du travail salarié comme le seul travail libre, normal, sain, productif et salutaire. Aucune forme juridique de travail garantissant en soi sa productivité n'est jamais apparue dans l'histoire et ne peut exister. L'enveloppe légale du travail correspond aux relations et aux concepts de l'époque. La productivité du travail se développe, sur la base de la croissance des forces techniques, par l'éducation au travail, par l'adaptation progressive des travailleurs à des moyens de production en mutation, et à de nouvelles formes de relations sociales. La création de la société socialiste signifie l'organisation des travailleurs sur de nouvelles bases, leur adaptation à ces bases, leur rééducation par le travail, avec un objectif inchangé, l'augmentation de la productivité du travail. La classe ouvrière, sous la direction de son avant-garde, doit elle-même se rééduquer sur la base du socialisme. Celui qui n'a pas compris cela ignore l'âge de la construction socialiste. Quelles méthodes possédons-nous donc pour rééduquer les travailleurs? Des méthodes incomparablement plus étendues que la bourgeoisie n'en possédait et de plus, des méthodes honnêtes, directes, ouvertes, qui ne sont affectées ni par l'hypocrisie ni par le mensonge. La bourgeoisie devait recourir à la tromperie en présentant sa forme de travail comme libre, alors qu'en réalité, il s'agissait non seulement d'un travail imposé par la société, mais aussi un travail d'esclave. Car c'était le travail de la majorité dans l'intérêt de la minorité. Nous, en revanche, nous organisons le travail dans l'intérêt des travailleurs eux-mêmes, et nous ne pouvons donc avoir aucune raison de cacher ou de masquer le caractère socialement obligatoire de notre organisation du travail. Nous n'avons ni besoin des comptes des prêtres, ni de ceux des libéraux, ni ceux des trotskistes. Nous disons directement et ouvertement aux masses qu'elles ne peuvent sauver le pays socialiste, le relever, l'amener à son épanouissement que par le biais d'un travail strict, d'une discipline inconditionnelle et de la ponctualité de chaque travailleur. La principale arme spirituelle de la bourgeoisie est la religion. Nous donnons aux masses une explication franche de l'état actuel des choses, la diffusion des connaissances en histoire naturelle et en technologie, l'initiation des masses au plan économique général de l'État, sur la base duquel doit être mobilisée toute la force de travail dont peut disposer le gouvernement soviétique. Nous avons conservé et nous continuerons de le conserver pendant longtemps, le système des salaires. Plus nous avancerons, plus son importance consistera simplement à faire en sorte que tous les membres de la société reçoivent tous les biens nécessaires. Il cessera ainsi d'être un système de rémunération. Mais pour le moment, nous ne sommes pas assez riches pour cela. Notre tâche principale est d'accroître la quantité de biens confectionnés, toutes les autres tâches doivent être subordonnées à celle-ci. En cette période difficile, le système des salaires nous sert avant tout non à garantir l'existence individuelle de chaque travailleur, mais à évaluer la contribution de ce travailleur individuel à la République ouvrière. Par conséquent, les salaires en espèces et en nature doivent être conçus pour correspondre le plus étroitement possible à la productivité du travail individuel. Sous le capitalisme, le travail à la pièce et le travail à forfait, l'application du système de Taylor, etc., avaient pour but d'accroître l'exploitation des travailleurs en leur extorquant un surprofit. Dans une production socialisée, les salaires aux pièces, les primes, etc., visent à augmenter le volume du produit social et par conséquent, à élever le niveau général de prospérité. Les travailleurs qui contribuent plus à l'intérêt commun ont droit à une part plus grande du produit social que les paresseux, les tirs au flanc et les désorganisateurs. L'émulation repose sur l'instinct vital de la lutte pour l'existence qui, dans le système bourgeois, revêt le caractère de la concurrence. L'émulation ne disparaîtra pas, même dans la société socialiste développée. Mais plus les biens nécessaires à l'existence seront garantis, et plus elle acquérera un caractère de plus en plus désintéressé, purement idéologique. Il s'exprimera dans la tentative de rendre le plus grand service possible à son village, à son district, à sa ville ou à la société dans son ensemble, et de recevoir en retour la renommée, la gratitude, la popularité ou enfin la satisfaction intérieure de la conscience du travail bien fait.
mais dans la pénible période de transition. Dans les conditions de pénurie extrême de biens matériels et de développement encore insuffisant du sentiment de la solidarité sociale, l'émulation doit inévitablement être, dans une mesure plus ou moins grande, liée à la recherche d'objectifs personnels de consommation. Voilà, camarades, la somme des moyens dont dispose l'État ouvrier pour augmenter la productivité du travail. Comme on le voit, il n'y a pas de solution toute faite ici. Nous ne la trouverons écrite dans aucun livre, car un tel livre ne saurait exister. Nous commençons seulement avec vous à écrire ce livre avec la sueur et le sang des travailleurs. Nous disons, ouvriers et ouvrières, vous avez pris le chemin du travail réglementé. Ce n'est que sur cette voie que vous construirez une société socialiste. Devant vous se trouve une tâche que personne ne réalisera pour vous, la tâche d'accroître la productivité du travail sur de nouvelles bases sociales. Si vous n'accomplissez pas cette tâche, vous périrez. Si vous l'accomplissez, vous rendrez l'humanité plus grande de toute une tête.